Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver parce que les fidèles ne m'ont pas vu depuis un moment. Alors je vous rassure, hein, je n'ai pas fait une cure de sommeil. Donc je suis très heureux de vous retrouver ici dans l'amphi Cavaillès pour notre série de conférences liées à votre santé et puis également à la semaine du cerveau. Donc vous savez qu'on organise ce cycle avec d'une part l'INSERM et également le réseau NEURES qui s'est un peu étendu avec l'IT Neurostra, pardon. Et nous sommes très heureux à chaque fois de vous proposer des thèmes qui permettent tout à chacun de mieux comprendre ce qui se passe relativement à notre santé. Alors, vous l'avez compris, ce soir, on va parler du sommeil, ou pas. D'ailleurs, par curiosité, qui parmi vous estime dormir parfaitement? Voilà, bon. Il y a un monsieur. Une personne, donc vous voyez, je ne sais pas combien on est dans la salle, mais l'exemple est concret. Donc beaucoup d'entre nous estiment parfois mal dormir, avoir des insomnies. Mais tout cela va conduire à ce que nous appelons les troubles du sommeil, qui sont connus maintenant depuis un certain temps. Alors, dans les troubles du sommeil, vous verrez, on met plein de noms parfois un peu bizarres, mais en même temps, tout cela va ma foi, perturber notre rythme quotidien, perturber notre santé, notre horloge chronologique interne et puis notre chronobiologie. Tout cela va nous rendre soit fatigués, soit de mauvaise humeur, soit en très mauvaise concentration. Alors j'espère que ce soir vous êtes tous bien concentrés pour cette conférence, puisque je vais laisser la parole dans un instant à notre invité du jour, Ülker Kilik, qui donc est médecin, praticienne au centre d'études des troubles du sommeil, lié bien sûr au centre hospitalier universitaire de Strasbourg. Donc elle travaille au sein d'une équipe qui étudie tous ces relationnels au sommeil. Comment est-ce qu'on fait pour étudier ces problèmes de troubles du sommeil? Quels tests on peut éventuellement faire, où en est-on aujourd'hui, puisque la science évolue et qu'on en apprend un petit peu plus tous les jours. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vous laisse à l'écoute de notre invité. Merci. Bonjour, bonsoir. Vous m'entendez bien? Parfait. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Alors effectivement, le sommeil est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui est aussi très large. Donc nous allons aujourd'hui plus se focaliser sur les troubles du rythme circadien et mieux comprendre les mécanismes qui régulent notre sommeil et notre veille. Alors, voilà, comme vous le savez, la Terre tourne sur son axe, ce qui va entraîner un cycle de lumière et d'obscurité sur une période de 24 heures. Et la vie terrestre a donc évolué pour s'adapter à ces cycles. Alors, voici le plan que nous allons suivre. Nous allons d'abord aborder les bases physiologiques pour comprendre le fonctionnement des rythmes circadiens, comment est-ce qu'on les a découvertes et quels sont leurs rôles sur notre organisme, et aussi comprendre l'impact de la lumière sur les rythmes circadiens. Par la suite, nous allons nous intéresser à l'exploration des rythmes circadiens. Comment est-ce qu'on étudie et on caractérise les rythmes circadiens? Et par la suite, donc, nous aborderons les troubles du rythme circadien veille-sommeil, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand notre horloge ne fonctionne pas correctement et quel traitement est-ce qu'on peut proposer. Alors, ici, vous voyez une photo de M. Aschoff qui s'était donc enfermé dans un bunker pendant une période assez longue et donc il n'avait plus accès à ce qu'on appelle les synchroniseurs ou encore les donneurs de temps. Et donc, son rythme évoluait sans être entraîné par ce cycle jour-nuit. Et il a ainsi pu enregistrer ces périodes de sommeil, ces périodes de veille, tel que vous pouvez voir sur le graphique à côté. Alors, avec la souris, donc, je vous montre la période où il est exposé à la lumière en journée. Et après, une fois qu'il s'est isolé, on voit que son rythme se décale au fur et à mesure. Il garde un rythme, mais ce rythme, effectivement, est supérieur au rythme jour-nuit.
Alors, comment est-ce qu'on explique qu'en l'absence de donneur de temps, on puisse maintenir un rythme? Ceci s'explique par la présence dans notre cerveau d'une horloge biologique qui se trouve au niveau des noyaux suprachiasmatiques, tel que c'est représenté ici. Et cette horloge va générer spontanément un rythme qui est très légèrement supérieur à 24 heures, ce qui fait qu'en l'absence d'exposition à la lumière de jour, notre rythme va progressivement se décaler petit à petit. Et cette horloge va communiquer avec le reste de notre corps grâce à la mélatonine. La mélatonine va être le messager de l'horloge biologique et elle va être sécrétée par la glande pinéale, encore appelée l'épiphyse, et va pouvoir ainsi transmettre le message de l'horloge à l'ensemble du corps. Donc la glande pinéale va libérer la mélatonine pendant les périodes d'obscurité. Donc la mélatonine sera produite et sécrétée au cours de la nuit et va synchroniser les différentes horloges périphériques. Parce qu'effectivement, nous avons une horloge centrale dans le cerveau, mais en fait, on a une multitude d'horloges périphériques disséminées dans notre corps. Et donc, il est important que ces horloges puissent être synchronisées. Si on devait donner une comparaison, on peut penser effectivement à un orchestre avec l'horloge biologique centrale, l'horloge principale qui sera le chef d'orchestre, et tous les musiciens qui seront donc synchronisés par ce chef d'orchestre. Alors, qu'est-ce qui sera entraîné par l'horloge biologique? D'une part, la température. Notre température évolue sur un rythme de 24 heures, et donc on va connaître une température minimale au cours de la nuit. C'est pendant le sommeil que notre température va baisser, va atteindre un minimum. Par ailleurs, la mélatonine va aussi effectivement donner le rythme de veille et de sommeil, puisque effectivement la mélatonine pourra aussi donner le signal du sommeil et permettre la consolidation du sommeil au cours de la nuit. Enfin, d'autres sécrétions hormonales seront également guidées par l'horloge biologique, dont la sécrétion de cortisol, qu'on peut simplifier en appelant l'hormone de l'éveil. Et alors que le cortisol ne sera quasiment pas sécrété dans la nuit ou dans des très faibles proportions, on connaîtra un pic de sécrétion au moment du réveil matinal. Alors, maintenant qu'on a vu ce processus circadien, c'est-à-dire cette évolution du rythme sur une période de 24 heures, il faut savoir qu'il y a un deuxième processus qui existe, en plus de ce processus circadien, pour définir la période de sommeil. Effectivement, la régulation du sommeil est expliquée aujourd'hui avec un modèle à deux processus qui avait été la première fois présenté par M. Borbély en 82 et qui nous sert encore aujourd'hui, même si entre-temps on a effectivement fait évoluer ce modèle et on verra plus amplement tout à l'heure comment ce modèle a évolué. Donc ce qu'il faut comprendre, donc, il y a d'une part un processus circadien, c'est-à-dire sur une période de 24 heures, il y aura une période qui sera plus propice pour le sommeil. Et chez l'être humain, ça sera la période nocturne. Et par ailleurs, il y a un deuxième processus, le processus homéostasique, qui, en fait, représente une accumulation d'une pression de sommeil tout au long de notre période de veille. C'est-à-dire, une fois qu'on est réveillé, tant qu'on ne dort pas, on va progressivement accumuler une pression de sommeil. Et une fois qu'on va dormir, on va pouvoir effectivement réduire cette pression. Et pour avoir une bonne qualité de sommeil, on a besoin que ces deux processus soient bien synchronisés. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse être au bon moment circadien pour le sommeil et qu'on ait accumulé suffisamment de pression de sommeil pour favoriser l'endormissement. Si ces deux processus ne sont pas bien couplés, c'est alors qu'on va voir apparaître les troubles du sommeil. Alors, l'horloge biologique, on a vu qu'elle était guidée par la lumière, mais
cette information, elle a été issue d'une observation déjà du monde animalier, et on doit effectivement aussi beaucoup d'études à Patricia de Courset, qui a été une des pionnières en chronobiologie, en décrivant notamment la resynchronisation de l'horloge biologique par la lumière chez le mammifère en 1961. Et par la suite, il y a effectivement eu différentes études chez l'homme pour comprendre comment notre horloge biologique se comporte en fonction de l'exposition à la lumière. Et donc, différentes équipes, dont ceux de Lockley, ont pu ainsi voir la sécrétion de la mélatonine en fonction du moment où on était exposé à la lumière. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on a une exposition ici à la lumière en première partie de nuit, on va décaler notre rythme. C'est-à-dire que sur cette courbe en noir, vous avez la sécrétion de mélatonine en l'absence d'exposition à la lumière. Et lorsque on expose la personne à la lumière dans la nuit, on va voir que son rythme le lendemain va se décaler. Il va sécréter plus tardivement la mélatonine, et la sécrétion de mélatonine prendra fin également plus tardivement. Ce que l'on constate également, c'est que cet effet va être inversé si l'exposition à la lumière survient en fin de nuit, très tôt dans la matinée. Et à ce moment-là, alors que, voilà, ici vous aviez sur cette courbe noire la sécrétion de la mélatonine en l'absence d'exposition à la lumière au cours de la nuit, si notre personne est exposée à la lumière en fin de nuit, on va voir que sa sécrétion de mélatonine le lendemain sera avancée. Elle sécrétera plus tôt la mélatonine, et la fin de sécrétion de mélatonine surviendra également plus tôt. Donc, ce qui nous montre qu'effectivement, la lumière a un rôle important dans l'entraînement de notre horloge, et va avoir un effet qui va dépendre du moment où on s'expose à la lumière. Et donc là, vous avez encore une étude de Claude Granfier où on voit que cette sécrétion de mélatonine est à chaque fois inhibée lorsqu'il y a une exposition à un flash de lumière de 15 minutes. Et donc effectivement, la mélatonine, qu'on peut également appeler l'hormone du noir ou l'hormone de l'obscurité, ne peut être sécrétée en conditions lumineuses. Alors, ce qui était assez intriguant, c'est effectivement cette étude qui a été réalisée chez des sujets qui n'avaient pas de difficultés visuelles, en comparaison avec des personnes qui étaient aveugles. Et donc, on avait vérifié que, effectivement, leur cône et bâtonnet ne répondaient pas à la lumière, et on a constaté que malgré ça, quand on avait une exposition à la lumière en pleine nuit, leur sécrétion de mélatonine était tout aussi bien inhibée que les sujets qui étaient voyants. C'est ce qui a amené la question de quel photorécepteur est impliqué dans cette suppression de la sécrétion de mélatonine, et aussi donc dans l'entraînement de l'horloge biologique. Et donc c'était au cours des années 2000 qu'il y a eu différentes équipes qui sont penchées à cette question, et donc on a pu décrire un nouveau... excusez-moi, je cherche mes mots. En tout cas, effectivement, on a pu décrire un nouveau photorécepteur qui n'était pas jusqu'à ce jour connu, qu'on a appelé donc les cellules ganglionnaires à mélanopsine, puisque ces cellules ganglionnaires contenaient la mélanopsine, qui permettait donc de convertir le message lumineux en message électrique. Donc, aujourd'hui, on dénombre 5 photorécepteurs avec des sensibilités spécifiques qui vont donc dépendre du spectre de couleurs. Alors, on connaissait déjà très bien les cônes et les bâtonnets, qui ont été surtout décrites par leur fonction visuelle, puisque les cônes vont donc permettre la vision photopique dans la journée, et les bâtonnets qui vont nous permettre la vision scotopique, c'est-à-dire la vision nocturne avec une faible intensité lumineuse.
Et maintenant, donc, on dénombre également comme photorécepteurs les cellules ganglionnaires mélanopsynergiques qui ont une fonction non visuelle, mais tout aussi importante pour notre organisme. Et donc, ce que l'on constate, c'est que ces cellules ganglionnaires à mélanopsine vont être surtout sensibles au spectre de couleur de lumière bleue, donc à des ondes courtes à 480 nanomètres. Alors, à partir des études d'imagerie fonctionnelle réalisées notamment par Van de Waal et ses collègues, on a pu objectiver une activation de différentes régions cérébrales après stimulation par la lumière. Donc, d'une part, des régions sous-corticales qui vont être impliquées dans les systèmes régulant l'éveil et le sommeil, dont l'hypothalamus, le transcérébral, le thalamus, mais également des régions corticales impliquées dans la régulation de notre attention, de nos émotions et des fonctions exécutives supérieures. Et donc, à partir de ces différentes données, on a pu faire évoluer le modèle à 2 processus en modèle à 3 processus où également on fait apparaître cet effet direct de la lumière qui va avoir effectivement un impact sur différentes régions du cerveau, alors que déjà on a pu décrire l'effet de la lumière sur l'horloge biologique, puisque en fonction du moment où on s'expose à la lumière, notre horloge peut être modifiée. Et enfin, à partir des études faites chez des souris transgéniques qui n'avaient pas de photopigment, la mélanopsine, on a pu constater également que le temps de sommeil était raccourci et que la pression homéostásique, c'est-à-dire cette pression, cette accumulation de besoins de sommeil au cours de la période où on ne dort pas, elle était également réduite, ce qui a amené à la conclusion que la lumière module non pas que le processus circadien, mais également le processus homéostasique, et donc l'exposition à la lumière va avoir un effet sur ce processus. Alors, voilà, donc j'ai essayé de vous faire une présentation rapide de ces différents processus et aussi donc de présenter notre équipe. Donc, nous sommes une équipe de recherche translationnelle avec effectivement une branche chez l'animal, donc à l'Institut des neurosciences cellulaires intégratives, et également donc un versant de recherche donc chez l'homme qui donc est au CIRCSOM à l'hôpital civil, et donc avec cet intérêt à comprendre mieux ces processus qui régulent le sommeil, les rythmes et notre vigilance, et l'impact de la lumière et des caractéristiques de la lumière sur ces régulations. Alors maintenant, on va aborder des aspects plus cliniques. Et donc, nous allons notamment aborder l'exploration des rythmes circadiens chez l'homme. Comment est-ce qu'on fait dans notre pratique de tous les jours pour caractériser le rythme circadien? Alors, il faut savoir qu'on est tous différents concernant ces rythmes circadiens. Vous l'aurez déjà constaté. Il y a des personnes qui vont avoir un chronotype du matin, c'est-à-dire qu'ils auront cette préférence naturelle à se coucher tôt et à se lever tôt, alors que d'autres personnes pourraient avoir un chronotype plutôt du soir, avec une préférence à se coucher tard et à se lever tard. Alors, ces préférences sont définies génétiquement. On les a dès notre enfance et on les garde tout au long de notre vie, à ceci près qu'au cours des années, notre préférence à être plutôt du matin ou plutôt du soir évolue. Et on connaît effectivement un décalage de nos rythmes pendant l'adolescence et chez le jeune adulte, où on va avoir une préférence à se coucher plus tard et à se lever plus tard. Alors, quelqu'un qui avait déjà un chronotype du soir, qui avait déjà cette préférence naturelle à se coucher tard, peut se retrouver en difficulté durant cette période de la vie, parce que cette préférence va être encore plus accentuée et peut, à ce moment-là, le mettre en difficulté par rapport à son quotidien et à ses obligations socio-professionnelles.
Par la suite, on voit qu'avec les années qui passent, la tendance s'inverse et cette fois-ci, nous avons plutôt avoir une préférence à se coucher plus tôt et à se lever plus tôt. Et donc ce phénomène peut être problématique chez la personne qui avait déjà, étant jeune, un chronotype du matin. C'est-à-dire qu'avec le vieillissement, il peut avoir un chronotype qui devient extrêmement du matin, ce qui peut effectivement le mettre en difficulté. Mais on va revenir sur ces points tout à l'heure. Alors, pour cerner notre rythme, notre rythme circadien, on va déjà se baser sur le rythme veille-sommeil. À quelle heure est-ce qu'on se couche? À quelle heure est-ce qu'on se lève? Combien de temps est-ce qu'on dort? Alors, on peut déjà se baser sur une évaluation assez simple qui s'appelle l'agenda du sommeil. Pour nous, c'est un outil indispensable dans notre quotidien. Et les informations que l'on va demander, telles que c'est illustré ici, c'est de désigner l'heure à laquelle on se couche avec une flèche vers le bas, l'heure à laquelle on se lève avec une flèche vers le haut, et on va assurer la période où on estime dormir. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment est-ce que ce rythme veille-sommeil évolue durant les périodes qu'on va appeler de contrainte, voilà, pour ceux qui ont des études en fonction des heures de cours, pour ceux qui travaillent en fonction des heures de travail, et comment est-ce que ce rythme évolue durant les périodes libres en l'absence de contraintes. Et donc ça nous permettra ainsi de voir est-ce que la personne est en privation de sommeil, en dette de sommeil, les jours où il est contraint de suivre un rythme qui n'est pas forcément le sien. Alors, l'agenda du sommeil a la limite principale d'être soumis à la subjectivité de la personne, parce qu'on n'estime pas toujours assez bien notre sommeil. Et on peut alors s'aider aussi de l'actimétrie. Alors, ça se présente comme une montre qu'on va porter au niveau du poignet non dominant, et cet actimètre va en fait mesurer les mouvements d'accélération et de décélération de notre avant-bras. Et à partir de ces mouvements, de l'importance de la fréquence de ces mouvements, on va pouvoir définir les périodes de veille et de sommeil, telles qu'on peut voir ici sur ce schéma, où vous voyez effectivement en gras noir les périodes où la personne est active, et les périodes les plus claires correspondent aux période de repos. L'actimètre peut être doté aussi d'un capteur lumineux, ce qui peut permettre aussi de voir les périodes où la personne s'expose à la lumière. Donc c'est un examen qui complète très bien l'agenda du sommeil. Il nous permet ainsi de voir le rythme veille-sommeil de la personne sur des périodes prolongées où on peut faire cette évaluation sur une période de 1 mois et voir comment est-ce que le rythme de la personne évolue. Parce qu'encore une fois, faire une évaluation sur une période de 2-3 jours ne sera pas suffisant. Sachant que notre rythme peut être adapté en fonction de nos obligations et ne nous permettrait pas alors d'avoir une estimation juste du rythme veille-sommeil. Nous allons également utiliser des questionnaires. Alors les questionnaires ont aussi toujours la limite d'une certaine subjectivité. Néanmoins, ils sont assez faciles à compléter. Et on va demander à la personne, alors il y a 2 questionnaires qu'on utilise notamment, le questionnaire de chronotype de Horn et Ostberg, où on lui demande... En fait, on lui propose différentes activités. On lui demande à quelle période, à quel moment de la journée la personne préférait réaliser ces activités. Par exemple, réviser ses cours, faire de l'activité physique. Et à partir de ces réponses, on va pouvoir définir si la personne a un chronotype neutre, un chronotype du matin ou un chronotype du soir. Alors, on peut également utiliser le questionnaire de chronotype de Munich, qui, cette fois-ci, va effectivement estimer ce qu'on appelle le milieu de sommeil, c'est-à-dire qu'à partir des réponses que l'on donne par rapport à nos heures de coucher et de lever, les périodes libres et les périodes de contrainte, on va pouvoir dire notre milieu de sommeil se situe à peu près à 2 heures ou à 4 heures, et en fonction dire si on a un chronotype plutôt du matin ou du soir. Alors, on a encore une fois également des mesures qui vont être plus objectives. Et comme nous venons de voir, la température est soumise à une fluctuation circadienne, à une régulation circadienne. Et on a vu tout à l'heure que notre température minimale corporelle survenait
en cours de nuit, en deuxième partie de nuit. Et donc on peut à ce moment-là utiliser soit une sonde rectale, sinon une gélule thermique qu'on ingère, pour mesurer notre température centrale. Et ainsi, le moment où on atteint le minimum de notre température servira de marqueur de la phase circadienne. Alors, on peut également utiliser des capteurs de température périphériques que l'on va poser tels que vous voyez sur ce schéma. Donc, il y a des capteurs qu'on va appeler proximaux, qui vont être proches des axes vasculaires principaux, et des capteurs périphériques qui vont être au niveau des extrémités. Alors, cette distribution est particulièrement intéressante parce que la température du corps au niveau proximal et au niveau périphérique distal n'est pas le même. Ça, vous l'aurez déjà constaté, on va avoir beaucoup plus de variations de la température au niveau de nos mains, de nos pieds, en fonction, bien sûr, de la température ambiante, mais également en fonction de notre degré de sommeil. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que au moment du sommeil, quand on commence à sécréter de la mélatonine va avoir un effet sur les vaisseaux périphériques et va entraîner une vasodilatation de nos vaisseaux. Alors, ceci a pour objectif, en fait, d'évacuer la chaleur, c'est-à-dire qu'avant de s'endormir, on va commencer à avoir les mains et les pieds qui vont se réchauffer, on va pouvoir évacuer ainsi notre chaleur et permettre à notre corps de se refroidir progressivement. Ce qui explique aussi qu'en temps de canicule, on puisse être en difficulté pour s'endormir parce qu'on ne peut pas baisser notre température interne. Et de même, si vous avez eu particulièrement froid et que vous avez les extrémités qui sont très froides, là, l'endormissement va être problématique aussi. Et donc, on va recommander de réchauffer nos extrémités. Excusez-moi, ce que je voulais encore vous dire sur cette image, c'est effectivement cette fluctuation de la température au niveau périphérique. Et donc, vous voyez ici que la température est plus élevée, et ici, vous voyez que la température, elle baisse. Et les périodes où la température est plus élevée correspondent aux périodes de sommeil. Alors, le marqueur que l'on apprécie par-dessus tout, c'est effectivement la mesure de la mélatonine, puisque le début de sécrétion de la mélatonine est aujourd'hui le marqueur le plus robuste de la phase circadienne. On a parlé de la température, mais la température même centrale peut être modulée par notre alimentation, par la digestion. Donc effectivement, aujourd'hui, le marqueur qui est le plus valide et le plus robuste pour estimer la phase circadienne reste la mélatonine. Alors, le dosage de la mélatonine peut se faire sur 3 différents types de fluides. Ça peut se faire au niveau de la salive, ça peut se faire au niveau sanguin et ça peut se faire au niveau des urines. Bien entendu, le recueil au niveau sanguin est plus invasif. L'avantage que l'on a quand on fait ce recueil au niveau sanguin, c'est qu'on a une structure qui nous permet de pouvoir recueillir sans rentrer dans la chambre du patient et ainsi de ne pas le réveiller. Et donc on peut ainsi doser la mélatonine sans perturber le sommeil et voir comment la sécrétion de mélatonine survient en fonction du sommeil. Alors, le deuxième moyen que l'on utilise, c'est avec la salive. Ça a l'avantage de ne pas être invasif, d'être très facile à mettre en œuvre, mais c'est au prix de perturber le sommeil parce que pour pouvoir recueillir la salive, il faut qu'on réveille la personne. Enfin, au niveau des urines, la limitation principale que l'on a, c'est que notre échantillonnage est trop large. Autant au niveau de la salive et du sang, on peut avoir un recueil beaucoup plus rapproché, ce qui nous permet effectivement de bien identifier le moment où on commence à sécréter de la mélatonine et le moment où on arrête de sécréter de la mélatonine. Mais l'échantillonnage des urines étant plus large, on ne peut pas identifier ce moment aussi précisément.
Et donc, voilà, comment est-ce que la mélatonine se comporte? Sa sécrétion, usuellement, débute déjà 2 heures avant l'endormissement. On commence déjà à sécréter la mélatonine 2 heures avant, sous réserve qu'on ne soit pas exposé à une forte lumière à ce moment-là. Donc, si on est effectivement devant notre écran d'ordinateur, cette sécrétion va être retardée. Et au cours de la nuit, la sécrétion de mélatonine va se poursuivre. Elle va atteindre un seuil maximal qui correspond habituellement à la période où notre température est la plus basse. Et puis par la suite, elle va progressivement baisser. Et donc la sécrétion de mélatonine prendra fin en journée au moment de notre réveil. Alors maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on explore les rythmes circadiens de veille et de sommeil, nous allons maintenant nous intéresser aux troubles. Quand est-ce que l'horloge est perturbée et quels sont les différents troubles de rythme circadien? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le trouble du rythme circadien veille-sommeil? C'est un décalage entre la période de sommeil qui est dictée par notre horloge et le cycle veille-sommeil que l'on souhaiterait avoir. Alors, on va distinguer ce qu'on appelle les troubles intrinsèques, donc inhérents à notre horloge, et les troubles extrinsèques qui sont liés à notre environnement. Et on va voir que, en fait, ces deux paramètres sont forcément intriqués puisqu'on évolue dans notre environnement. Néanmoins, donc, concernant les troubles intrinsèques, quand on parle d'une perturbation de notre horloge biologique, on va distinguer l'avance de phase, le retard de phase, le rythme en libre cours et les rythmes irréguliers. On va revenir plus amplement tout à l'heure. Et concernant les troubles extrinsèques, c'est effectivement lié à notre environnement. Alors, voilà, 2 situations qui vont générer une perturbation, c'est d'une part lorsque on prend l'avion et qu'on va franchir plusieurs fuseaux horaires et qu'on va arriver dans un environnement où effectivement le cycle jour-nuit est différent par rapport à notre horloge biologique. Et la deuxième situation sera le travail posté, quand on est amené effectivement à travailler à des horaires normalement où on serait censé dormir. Alors, pour un peu mieux comprendre ces troubles, donc, sur ce premier schéma, vous voyez effectivement en noir la période où on souhaiterait dormir, où est-ce qu'on dort. Donc, là où ce qui est grisé, c'est voilà, toujours cette période où on aimerait dormir. Et dans le syndrome de retard de phase, ce que l'on voit, c'est que la personne met beaucoup de temps pour s'endormir. Supposons qu'elle s'est couchée à 22 heures, à 2 heures du matin, elle est encore éveillée et elle n'arrive toujours pas à s'endormir. Et par contre, alors qu'elle aimerait être debout à 7 heures du matin, là, le réveil est très difficile et donc le réveil ne surviendra que plus tardivement. Donc c'est là où on va parler de syndrome de retard de phase. Dans le syndrome, dans le rythme en libre cours, ou qu'on appelle aussi le rythme hypernictéméral, alors c'est un rythme qu'on va rencontrer surtout chez les sujets aveugles, où l'horloge biologique ne se laissera pas entraîner par la lumière et le rythme va se décaler progressivement. Et on constate effectivement chez les personnes aveugles que 50% à peu près des personnes aveugles ont ce rythme décalé. Il y a une moitié des patients qui arrivent à entraîner leur horloge et une autre moitié par contre qui effectivement se décale au quotidien tous les jours et ainsi ne peut rester calé sur un rythme fixe. Dans le syndrome d'avance de phase, c'est le contraire du syndrome de retard de phase. L'endormissement survient plus tôt que ce que l'on souhaiterait et le réveil aussi survient beaucoup plus précocement. Enfin, le rythme veille-sommeil irrégulier, c'est quand en fait, notre horloge ne fonctionne plus puisqu'on n'a plus de rythme jour-nuit. On dort autant la journée que la nuit et on n'a plus de rythme de 24 heures. Alors, si on s'intéresse un peu plus au syndrome de retard de phase, il faut savoir que c'est le trouble le plus fréquent parmi les différents troubles du rythme circadien que nous venons d'énumérer.
Et cela va surtout concerner les adolescents, puisque nous avons vu que durant cette période de la vie, il y avait déjà un décalage physiologique du rythme. Et donc les adolescents vont surtout être concernés par ce trouble. Ça va se manifester encore une fois par des difficultés d'endormissement et des difficultés à se réveiller le matin. Et quand l'adolescent souhaitera effectivement suivre son rythme scolaire, il va se trouver en privation de sommeil, avec toutes les répercussions que cela peut avoir au long cours. Alors, sur l'agenda du sommeil ici, vous constatez effectivement une personne qui a un rythme qui est décalé. Vous voyez que le coucher peut se faire à 4h30 du matin, ou au plus tôt, on voit que le coucher se ferait vers 3h du matin. Et le réveil va être un peu guidé aussi par les obligations. Là, on voit que sur cette période, la personne se réveillait seulement vers 14h, 15h, voire 16h de l'après-midi. Et là, on voit lundi, début de stage. Donc, on voit que le réveil est imposé et donc la personne doit se lever de façon beaucoup plus matinale. Et on constate ainsi qu'il y a aussi un temps de sommeil qui est inévitablement réduit. Et quand on fait un dosage de la mélatonine, on constate effectivement que la sécrétion de mélatonine est très retardée et ne survient qu'à 7h du matin, là où habituellement on devrait arrêter de sécréter la mélatonine. Et la fin de sécrétion de mélatonine, on constate que cela survient à 21h, là où habituellement on commencerait à sécréter notre mélatonine. Et on voit que le rythme est complètement inversé chez cette personne. Alors, dans le syndrome d'avance de phase, donc on a dit l'endormissement survient plus précocement, on somnole déjà dans la soirée et on se réveille trop tôt. On va se réveiller à 4h du matin alors qu'on aurait souhaité dormir davantage. Donc, la plainte principale sera surtout cette somnolence en début de soirée, ce qui peut être aussi problématique pour la vie sociale. Et comme nous venons de le voir, donc, il y a une évolution physiologique avec l'âge. On a effectivement notre rythme qui avance. Et donc, si on avait déjà un chronotype du matin, on peut basculer dans ce tableau de syndrome d'avance de phase. Et ceci concerne 1% de la population. Alors, concernant le rythme en libre cours, encore une fois, on va le rencontrer essentiellement chez la personne aveugle, puisqu'il pourra y avoir une atteinte des cellules ganglionnaires à mélanopsine qui donc transmettent ce message à l'horloge biologique. Et ce message n'étant plus transmis, l'horloge ne se laissera plus entraîner par le rythme jour-nuit. Et sur cet agenda du sommeil, ce que vous voyez effectivement, c'est que le rythme se décale en permanence. La personne a des heures de coucher et de lever qui ne sont jamais les mêmes et qui se décalent de jour en jour. C'est ce qu'on voit aussi sur cette actimétrie. Donc on voit effectivement que la période active, qui est ici illustrée en noir, va se décaler progressivement au quotidien, ce qui peut être très problématique pour la personne parce qu'elle ne peut effectivement prévoir à quel moment elle sera réveillée dans un laps de temps et donc ça sera difficile pour elle pour s'organiser dans son quotidien. Alors, donc encore une fois, elle concerne surtout la personne aveugle, mais on a effectivement des tableaux pareils chez des personnes qui n'ont pas d'atteinte visuelle et chez qui l'explication est bien plus difficile, puisque, a priori, leur cellule ganglionnaire à mélanopsine devrait être intacte. Alors, un point qui mériterait d'être détaillé davantage, c'est qu'il y a aujourd'hui un lien indéniable entre la santé mentale, notre bien-être mental, notre sommeil et les rythmes circadiens. Aujourd'hui, on sait que la perturbation du sommeil va être un facteur qui prédispose aux troubles de l'humeur, à la dépression. Non seulement ça prédispose, mais ça va également aggraver. Donc une personne qui a déjà un trouble de l'humeur, s'il y a aussi un trouble du sommeil associé, ça va aggraver sa symptomatologie et ça va aussi prolonger la durée d'évolution. Donc il est important effectivement de prendre en charge les difficultés de sommeil quand il y a un trouble de l'humeur et aussi ne pas négliger une plainte de sommeil parce que cela peut évoluer par la suite vers un trouble de l'humeur.
Ce que l'on constate également, c'est que lorsqu'on a un chronotype du soir, on est plus vulnérable aux troubles de l'humeur. Il y a effectivement cette association entre chronotype du soir et troubles de l'humeur. Enfin, on constate qu'il y a une perturbation des rythmes circadiens, en particulier dans les troubles bipolaires, et ceci même en dehors des épisodes de dépression ou de manie. On peut effectivement, dans les périodes où la personne a une humeur qui est équilibrée, avoir toujours une perturbation des rythmes circadiens qui persiste. Alors on constate également dans d'autres pathologies psychiatriques telles que la schizophrénie où on a également des troubles du rythme circadien. Alors ce que l'on va constater, c'est soit un retard de phase, donc cette difficulté à s'endormir et cette difficulté à émerger de son sommeil le matin, ou sinon il peut y avoir des tableaux de rythme irréguliers, c'est-à-dire que on n'aura plus du tout de rythme jour-nuit et on dormira autant la journée que la nuit. Enfin, le tableau de syndrome hypernictéméral ou de livre court que l'on vient de voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, les traitements chronobiologiques ont vraiment une place établie dans la prise en charge des troubles psychiatriques, en particulier des troubles de l'humeur. Et on va comprendre un peu mieux pourquoi. Donc, concernant les traitements chronobiologiques, quelles sont les démarches que l'on va proposer? Le point essentiel que l'on peut appliquer dans notre quotidien, que l'on ait un trouble ou pas, c'est une exposition adaptée au synchroniseur. Ça, c'est vraiment le message essentiel qui conditionne la suite. Si on n'est pas attentif à ce point, les autres approches thérapeutiques que nous allons proposer ne seront pas probants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une exposition adaptée au synchroniseur? Donc, le synchroniseur principal, on a vu, c'est l'alternance lumière-obscurité. Mais ce n'est pas le seul synchroniseur, ce n'est pas le seul donneur de temps à notre horloge biologique. Et des paramètres tels que l'activité physique, notre alimentation, nos relations sociales, tout cela vont également donner des repères à notre horloge. Et donc il faut s'appuyer, utiliser tous ces donneurs de temps pour entraîner au mieux notre horloge biologique. Et il s'agit aussi d'exposer notre horloge au bon moment à ces donneurs de temps. Donc cela implique de s'exposer à la lumière au cours de la journée et on aura toujours plus de lumière en étant dehors qu'à l'intérieur. Même en partant de pluie, il y aura toujours plus de luminosité à l'extérieur. Donc un des messages, c'est attention, voilà, n'oubliez pas de sortir, n'oubliez pas de vous exposer à la lumière au quotidien. Ceci est d'autant plus vrai en hiver où la photopériode, elle est courte. Et comme il fait froid, on a tendance à rester beaucoup plus à l'intérieur. Et c'est durant la période hivernale où on constate une majoration des difficultés de sommeil. Alors l'autre versant de cette exposition à la lumière, c'est aussi l'éviction de la lumière au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on doit être attentif à ne pas s'exposer à une forte lumière en cours de nuit, là où, pour notre horloge biologique, c'est le moment du repos, c'est le moment de sécréter la mélatonine, puisqu'on a vu que la mélatonine, la sécrétion de mélatonine était très sensible à notre environnement lumineux et que l'on ne peut pas sécréter la mélatonine si on a une forte luminosité. À ce sujet, un point important aussi, on n'est pas égaux face à notre sensibilité à la lumière. Il y aura des personnes qui seront beaucoup plus sensibles à la lumière et donc même une faible intensité de lumière peut perturber leur sommeil, peut perturber leur sécrétion de mélatonine, alors que chez d'autres personnes, il faudrait des intensités lumineuses beaucoup plus importantes pour avoir un impact sur leur horloge. Et ceci peut également du coup expliquer que certaines personnes vont être plus vulnérables par rapport à des habitudes de vie, alors que d'autres pourront s'en accommoder plus facilement. Et c'est là où, oui, il faut qu'on attire l'attention par rapport aux écrans qui font partie de notre quotidien. Et c'est vrai que le soir, ça peut être un moment privilégié où on s'installe devant son écran pour répondre aux différents messages que l'on a pu recevoir, et alors que ça va avoir un impact derrière sur notre rythme et sur notre sommeil. Donc, une exposition adaptée à la lumière en journée et l'éviction de celle-ci au cours de la nuit.
Donc l'activité physique au quotidien va aussi conditionner la qualité du sommeil et va aussi aider à entraîner notre horloge. Et enfin, le dernier point, c'est la régularité des habitudes de sommeil. Donc le fait de garder un rythme autant possible régulier, parce que effectivement les changements importants de rythme que l'on peut avoir dans ce qu'on appelle le jet lag social, c'est-à-dire quand on s'évertue à garder un rythme en semaine et que le week-end on se décale complètement, cela va aussi mettre en difficulté notre horloge biologique. Alors concernant la luminothérapie, la question c'est quand est-ce qu'on s'y expose ? À quelle intensité, pendant combien de temps et à quel spectre, à quelle couleur de lumière. Donc la luminothérapie, effectivement, est un traitement des troubles du rythme circadien puisque ça va avoir un impact sur l'horloge biologique. Il est important de considérer ces différents paramètres quand on prescrit de la luminothérapie. Et le point le plus essentiel, c'est le moment où on s'expose à la lumière. Donc quand on s'expose à la lumière, donc quand on s'expose à la lumière effectivement dans la soirée, cela va décaler notre rythme et on va le proposer notamment aux personnes qui présentent une avance de phase. Et quand on s'expose à la lumière le matin, cela va permettre d'avancer notre phase et cela sera proposé à ceux qui ont un syndrome de retard de phase. Et donc l'impact de la lumière se définit en fonction de notre température minimale corporelle. Si on s'expose à la lumière avant d'avoir atteint notre température minimale corporelle, cela va décaler, retarder notre rythme. Et si on s'expose à la lumière après avoir atteint la température minimale corporelle, cela va permettre d'avancer notre rythme de veille et de sommeil. Et donc on a vu que notre horloge était surtout sensible à la lumière bleue et cependant, on va tout de même privilégier plutôt une lumière blanche pour également protéger notre rétine parce que les longueurs courtes peuvent être nocifs au niveau de la rétine. Et donc, on a soit la lampe de luminothérapie standard ou sinon un système comme des lunettes que l'on porte pour être mobile. Et encore, il y a également des simulateurs d'aube qui peuvent être proposés. Concernant les effets secondaires, elles sont vraiment minimes. Ça peut être une gêne oculaire mais transitoire. Alors la difficulté serait surtout si on l'utilise au mauvais moment, si c'est trop tard ou trop tôt, cela peut perturber le sommeil. Chez certaines personnes, cela peut générer des céphalées ou des nausées. Et le point auquel il faut être attentif, c'est au niveau psychiatrique. Dans un trouble bipolaire, effectivement, s'il n'y a pas de traitement associé, cela peut favoriser le passage vers un accès maniaque. Et la luminothérapie, néanmoins, reste un traitement essentiel dans les troubles de l'humeur et en psychiatrie, parce qu'aujourd'hui, on sait clairement que la lumière impacte l'humeur et la luminothérapie était déjà validée dans les troubles affectifs saisonniers et aujourd'hui, on sait qu'elle a toute sa place également dans la dépression unipolaire et bipolaire. Enfin, notre dernière mesure qu'on va proposer pour traiter les troubles du rythme circadien, ça sera la mélatonine exogène qu'on va prendre en termes de comprimés, qui va aussi agir sur l'horloge biologique. Alors, il faut savoir que la mélatonine a un effet d'une part soporifique, c'est-à-dire inducteur de sommeil qui va amener le sommeil. Cela est vrai notamment quand on le prend à un moment qui est propice déjà pour nous pour dormir. Donc si on le prend en pleine journée, cette action sera minime, alors que si on le prend au moment de la nuit, cette action sera beaucoup plus impactante. Et on sait donc aussi que la mélatonine a une action chronobiotique et le fait de le prendre dans la soirée va permettre d'avancer notre horloge. Et c'est pour ça que la mélatonine sera surtout et avant tout prescrite dans le syndrome de retard de phase. Et en fonction de l'action que l'on recherche, on peut se contenter d'une faible dose, même à 1 mg, si on veut agir sur l'horloge, parce que ce qui définit l'action sur l'horloge, c'est le moment d'administration. Il faut l'administrer déjà avant que l'on commence à sécréter soi-même la mélatonine, et à des doses plus élevées si on vise plutôt l'action soporifique.
Et donc, à ce moment-là, son action sera assez rapide. Dans les 15 minutes à une demi-heure après la prise, on aura effectivement cette action soporifique qui se manifestera. Et donc, elle va être également proposée dans les insomnies comorbides d'un trouble psychiatrique ou d'un trouble neurodéveloppemental, que ce soit effectivement les troubles affectifs saisonniers, l'épisode maniaque dans les troubles bipolaires, la schizophrénie, ou les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les troubles du spectre autistique où la mélatonine est reconnue pour améliorer la qualité du sommeil. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai tout de même laissé un peu de temps pour les questions. Voilà, non, c'est parfait. Merci. Donc effectivement, on va faire les échanges avec la salle. Vous levez la main quand vous voulez poser une question ou intervenir. Et pendant la réponse, ceux qui veulent aussi intervenir, vous levez la main en avance, comme ça. Je peux circuler dans la salle. Il y a une question. Oui. Bonsoir. Une petite question relative à la lumière bleue. La sensibilité donc, ou le traitement grâce donc, à des luminettes, enfin des générateurs bleus, je l'ai bien compris, mais il semblerait qu'également cette fréquence lumineuse soit sensible dans le cas du traitement de la DMLA, de la dégénérescence maculaire. Et en fait, on a une ambiguïté ou pas? Enfin, est-ce qu'on l'a déjà réellement constaté? Alors, aujourd'hui, effectivement, on ne préconise pas de recourir à une lumière bleue pure. Donc aujourd'hui, la recommandation, c'est d'utiliser une lumière blanche parce qu'effectivement, une lumière bleue pure, on n'a pas assez de recul par rapport à la phototoxicité. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ça a l'air. Alors, on va à une question suivante ici. Le temps d'atteindre. Ma question c'était, est-ce qu'un chronotype du soir est synonyme d'un syndrome de retard de phase? Alors, c'est une excellente question. On n'a pas aujourd'hui de critères objectifs pour dire là, c'est un chronotype du soir, là, c'est un retard de phase. Et ce qui va aussi définir la différence entre l'un et l'autre, c'est que dans le cadre du chronotype du soir, on fonctionne tout de même, normalement, on n'a pas de difficulté au quotidien, mais on a cette préférence, effectivement, à se coucher plus tard et à se lever un peu plus tard. Dans le syndrome de retard de phase, il y a clairement des répercussions sur notre fonctionnement et sur notre bien-être, puisqu'on va être en difficulté pour dormir suffisamment au quotidien et qu'on va avoir des répercussions diurnes avec une difficulté à se lever à l'heure souhaitée, avec une fatigue constante dans la journée, une somnolence, des troubles de l'attention, de la concentration et progressivement aussi des répercussions sur l'humeur. Donc, s'il n'y a pas d'impact dans la journée, non, ce n'est pas un syndrome de retard de phase. S'il y a des répercussions, là, oui, on peut parler d'un syndrome de retard de phase. Et ce qui explique, encore une fois, que finalement, la définition, elle dépend aussi beaucoup de l'environnement et de nos conditions de vie. En fonction de nos obligations socio-professionnelles, on peut être dans une case ou dans l'autre case. Voilà, je suis tout en haut pour une question. Merci pour votre présentation, très claire. Est-ce qu'il y a un effet du café sur le sommeil réellement? Est-ce que l'amphétamine peut aussi être considérée comme une hormone d'éveil? Alors, le café, effectivement, va agir sur le système de l'adénosine qui s'accumule au cours de la période de veille et qui va effectivement aussi donc, générer cette pression de sommeil, cette pression homéostasique. Et on sait que le café, effectivement, va agir sur ces récepteurs spécifiquement et donc réduire cet effet de l'adénosine. Donc oui, le café est un bon éveillant. Et donc, du coup, par conséquent, si on en consomme le soir, ça va perturber le sommeil. Question suivante. Bonjour, j'avais une question par rapport aux alarmes. Donc, le fait de mettre une alarme le matin quand on se réveille, est-ce que vous avez déjà observé des impacts quand on est étudiant, on met souvent des alarmes parce qu'on veut se lever super tôt le matin. Donc, j'avais vu des études là-dessus sur le snoozing. Donc c'était le fait de soit appuyer plusieurs fois sur la lame pour qu'elle s'éteigne et en fait retarder son heure de lever, ce qui a un impact aussi sur le sommeil paradoxal. Donc je voulais savoir si vous aviez vu ou des études ou même vous dans votre recherche des effets et des impacts par rapport à ça.
D'accord. Alors, c'est une question intéressante. Non, inévitablement, effectivement, le fait d'avoir l'alarme qui sonne, ça va bien sûr impacter notre sommeil, ça va alléger notre sommeil, ça va fragmenter notre sommeil. Après, la difficulté principale, c'est pas forcément qu'il y ait cette alarme, mais c'est qu'il y ait cette obligation de se lever à ce moment-là, qui, a priori, du coup, n'est pas l'heure où notre horloge biologique serait prête pour se lever. Donc, le problème est plus inhérent à ce décalage entre le besoin de notre corps, de notre horloge, et les besoins plus voilà, qu'on va appeler socio-professionnels. Voilà, question suivante. Concernant le respect de rythme de sommeil des bébés et des jeunes enfants, certains parents sont très vigilants à ne pas, enfin quand les enfants sont petits, à avoir un rythme qui se calque sur le sommeil des enfants. D'autres font leur vie, emmènent les enfants à droite, à gauche, font des soirées, les enfants dorment, disent de toute façon ça ne les perturbe pas, ça ne les gêne pas. Est-ce qu'on a des éléments plus tard pour savoir si, je dirais, ces sommeils du bébé ou du jeune enfant qui s'est fait dans des conditions qui respectent les contraintes que vous venez de nous citer, à savoir éviction de la lumière, j'imagine éviction du bruit ou des choses qui peuvent interagir, voilà, peuvent avoir un impact plus tard sur le sommeil de l'adulte. Alors, merci beaucoup pour cette question et elle est extrêmement importante parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on a négligé les effets de la lumière, puisque la lumière, elle se résumait à sa fonction visuelle, et on n'avait pas connaissance de toutes ces fonctions non visuelles de la lumière qu'on continue à découvrir tous les jours. Et donc, oui, une exposition aberrante à la lumière va avoir un impact. Et quel est cet impact à un très jeune âge? Ça, c'est une question tout aussi importante. Il y a actuellement, notamment, une cohorte ELF qui s'intéresse justement à voir l'évolution, la trajectoire du sommeil, du développement de l'enfant, où avec des questionnaires, ils caractérisent effectivement les habitudes de coucher, de lever, comment ça se passe au quotidien pour l'enfant. Ils regardent et suivent l'évolution de l'enfant sur plusieurs années. Donc effectivement, je n'ai pas de réponse toute faite à donner, mais c'est clairement une question très importante et qui est en cours d'étude. Oui. Question suivante. Je me posais un peu la question, est-ce que, par exemple, la personne qui avait sa sécrétion de mélatonine à 7 heures du matin, est-ce que si il prenait de la mélatonine pendant un certain temps à l'heure du coucher désirée, est-ce que ça se réglerait naturellement, et même a fortiori plein de gens moins déréglés pourraient artificiellement choisir leur heure de mélatonine, de sécrétion de mélatonine, juste en faisant le traitement pendant une période donnée? Alors, la réponse n'est pas formelle dans le sens où ça va dépendre de notre horloge biologique. Encore une fois, on est tous très différents. Donc, si le décalage n'était pas très important, on peut effectivement, déjà en faisant attention, j'insiste toujours déjà sur nos comportements, parce qu'avec rien que nos comportements, on a un impact sur notre horloge et on peut effectivement agir dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Après, oui, la prise de mélatonine exogène va aussi agir sur l'horloge et va permettre, en fonction de l'horaire de la prise, d'avancer le fonctionnement de notre horloge. L'objectif par la suite, c'est en adoptant aussi les bonnes habitudes, c'est pouvoir d'arrêter la prise de mélatonine. Chez certaines personnes, oui, effectivement, on arrête après la prise au long cours de la mélatonine et ils peuvent maintenir leur nouveau rythme sans difficulté. Il y a d'autres situations, notamment dans les troubles neurodéveloppementaux et notamment dans les troubles du spectre autistique, on a plus besoin de poursuivre la prise de mélatonine au long cours, effectivement. Question suivante. Oui, bonjour. Deux questions, en fait. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre la maladie d'Alzheimer et puis les troubles circadiens? Est-ce que la maladie d'Alzheimer peut engendrer des troubles du rythme circadien? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est dans le cas d'un syndrome de retard de phase ou d'avance de phase ou de rythme libre ou irrégulier, c'est en fonction donc de l'adaptation à l'activité de la personne que ça pose un problème. Mais est-ce qu'il y a
une durée de sommeil désirée physiologiquement favorable? Alors, merci encore pour toutes ces questions tellement pertinentes. Alors, concernant l'interaction entre maladie d'Alzheimer et rythme circadien, clairement, il y a un lien. Mais on ne sait pas dans quel sens, et probablement que c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que dans les formes évoluées de troubles neurodégénératifs, on constate effectivement une déstructuration du rythme veille-sommeil et donc un rythme qui devient vraiment irrégulier. Cependant, les troubles du sommeil sont déjà présents au préalable. Donc, est-ce que effectivement, il y a déjà une perturbation de l'horloge avec une perturbation du sommeil qui va accélérer ce processus? Est-ce que c'est ce processus qui, après, derrière, va encore plus déstructurer les rythmes? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse toute faite, mais clairement, ça doit être une relation bidirectionnelle pour ces deux entités et qui a clairement un lien. Par rapport à la deuxième question concernant le temps de sommeil, c'était bien ça. Alors, on est de nouveau pas égaux face au temps de sommeil. Il y a des grands dormeurs, il y a des courts dormeurs. Et alors, on va dire que notre besoin de sommeil se situe autour de 8 heures, mais encore une fois, voilà, c'est avec des variabilités interindividuelles. Je ne sais plus exactement la question, c'était... Vous venez d'y répondre. D'accord, d'accord. Donc oui, il y a cette variabilité interindividuelle et il semblerait que, effectivement, en fonction de notre chronotype, notre besoin de sommeil soit un peu différent et que ceux qui ont un chronotype du matin soient un peu plus petits dormeurs et que ceux qui ont un chronotype du soir soient plus un grand dormeur. Voilà les réponses que l'on a aujourd'hui. Ouais. Voilà. J'ai une question. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport, si vous aviez plutôt connaissance d'études qui auraient été faites en milieu fermé, donc par exemple des individus détenus dans une maison d'arrêt, par agenda de sommeil ou questionnaire, ce que vous avez mentionné, et voilà, ce que les études disent ou s'il y a des spécificités par rapport à cette population. Alors, oui, c'est une question aussi très intéressante. Alors, je n'ai pas à ma connaissance d'études. Il doit y en avoir certainement. J'en ai pas connaissance. Une chose est sûre, c'est surtout effectivement dans les maisons de retraite qui ne sont pas assez éclairées, où il n'y a pas assez justement d'exposition aux synchroniseurs, on voit que effectivement les rythmes sont moins bien entraînés aussi, et ça souligne encore l'importance, oui, dans ces différentes situations de bien penser à l'environnement, à l'exposition aux synchroniseurs, à cette alternance lumière-obscurité, effectivement. Voilà, question suivante, madame. Quand on se réveille la nuit, comment se rendormir? Est-ce qu'il faut se lever ou... Alors, quand on se réveille dans la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ne pas allumer son téléphone portable pour vérifier l'heure et après pour vérifier ses messages. Donc, au cours de la nuit, on privilégie vraiment, si on a besoin d'allumer la lumière, une faible intensité lumineuse. Quand on a des périodes de veille prolongée où on n'arrive pas à dormir et qu'on s'énerve dans son lit, il vaut mieux ne pas rester au lit. Il vaut mieux se lever, effectivement, se mettre dans un endroit calme et faire une activité de détente. Parce que, vous l'aurez déjà constaté, la nuit, quand on ne dort pas, on cogite. Et quand on cogite, ce n'est pas les pensées les plus positives qui viennent à l'esprit. Donc, ça va encore plus nous mettre en difficulté pour s'endormir. Donc, pour éviter d'avoir cette cogitation, c'est de pouvoir faire une activité calme de détente. Ça peut être de la lecture, ça peut être du sudoku, ça peut être un coloriage de mandala, mais quelque chose qui nous occupe l'esprit, qui nous évite de se dire « mais pourquoi je ne dors pas? Comment ça va se passer demain? J'ai une présentation à faire, je ne serai pas à l'aise. » Voilà, donc c'est dans ce sens-là, on évite effectivement d'être dans un état d'hypervigilance parce que, alors là on parle plus peut-être d'insomnie, et dans l'insomnie on a cet état d'hypervigilance qui va ressurgir au cours de la nuit. Et donc l'objectif, c'est de recréer un état de détente, de lâcher prise pour permettre au sommeil de se manifester à nouveau. Alors, une question par ici. Bonsoir. Du coup, j'avais une question par rapport à la narcolepsie. Du coup, je voulais savoir à quoi c'était dû et quelles étaient éventuellement les prises en charge qu'on faisait
sur cette pathologie du coup. Alors, la narcolepsie, effectivement, c'est ça appartient à la famille des hypersomnies. Ça se manifeste effectivement par des accès de somnolence qu'on ne maîtrise pas dans la journée. Et parallèlement, le sommeil est déstructuré la nuit. Donc, on a effectivement une mauvaise qualité de sommeil avec des accès de somnolence répétitive. Et c'est lié effectivement à une atteinte des cellules qu'on appelle les cellules à hypocrétine qui agissent effectivement sur la régulation du système d'éveil. Et aujourd'hui, les traitements que l'on utilise, c'est des traitements psychotropes qui visent à renforcer la vigilance, à renforcer l'état de veille. Mais ça reste des traitements symptomatiques. On ne sait pas guérir la narcolepsie, on sait juste atténuer la symptomatologie aujourd'hui. J'ai une question juste à côté. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport justement au micro-réveil nocturne, les gens qui ont une qualité de sommeil assez médiocre. Est-ce qu'il y a un nombre de réveils au cours de la nuit qui est considéré comme pathologique ou non, justement dans les examens du sommeil? Alors, oui, merci encore pour cette question. Le fait de se réveiller la nuit n'est pas synonyme d'un sommeil pathologique. Et même, je n'ai pas mis le schéma, mais on représente le sommeil comme un train avec les wagons qui se suivent. Et entre les wagons, on peut avoir des courtes périodes de veille. Et donc, c'est pas parce qu'on émerge de son sommeil qu'on dort mal. Alors, ça va être pathologique, surtout quand on n'arrive pas à se réendormir, justement, et qu'on doit veiller longtemps, ou si on constate que le sommeil n'est pas réparateur, c'est-à-dire que en journée, on sent la fatigue, on sent qu'on a du mal à se concentrer. Voilà, tous les signes qu'on a un petit peu abordés rapidement tout à l'heure. Quand on se plaint que notre sommeil n'est pas réparateur, c'est là où ça va effectivement nous alerter, ces réveils nocturnes. Autrement, si on est satisfait de la qualité de notre sommeil, non, ce n'est pas une préoccupation. Voilà, alors on va faire, j'ai vu encore 3 dernières questions et on arrêtera pour ce soir, pour que tout le monde puisse bien dormir. La qualité de sommeil est-elle proportionnelle à certaines phases de sommeil, notamment demandez-vous à ce qu'il y ait par exemple une quantité de sommeil profond suffisante pour pouvoir dire qu'on a bien dormi? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à privilégier le sommeil lent profond, mais je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que chaque stade de sommeil a sa fonction propre. Alors, on dit que voilà, dans une architecture du sommeil telle qu'on considère physiologique, on aura la moitié de notre temps en sommeil qu'on va appeler en sommeil léger. Un quart de notre temps sera en sommeil profond et le quart restant sera en sommeil paradoxal. Après, voilà, c'est encore une fois des valeurs théoriques et après il peut y avoir des fluctuations. Mais voilà, le sommeil lent profond a bien sûr sa fonction et son rôle, mais les autres stades de sommeil ont aussi leur fonction et leur rôle. Voilà. Avant-dernière question. Bonsoir. J'avais juste 2 petites questions par rapport à la mélatonine à nouveau. C'était pour savoir si en prenant la mélatonine le soir, ça aide à s'endormir, comme vous l'aviez dit, mais est-ce que ça permet de maintenir le sommeil toute la nuit? De ce que j'ai compris, c'était une libération rapide. Et si en augmentant la dose, est-ce que ça permet de se maintenir endormi ou pas? Et la deuxième question, c'est si en prenant de la mélatonine régulièrement, est-ce que ça engendre des conséquences ou une diminution de la sécrétion de la mélatonine endogène? Alors, par rapport à la mélatonine, aujourd'hui, elle existe sous 2 formes. Il y a la mélatonine à libération immédiate qui va agir tout de suite et que l'on privilégie pour les troubles du rythme circadien pour agir sur l'horloge. Et il y a la forme à libération prolongée. Donc il y a aussi une forme à libération prolongée qui va du coup agir plus longtemps dans la nuit et qu'on va privilégier pour une insomnie de maintien de sommeil, c'est-à-dire quand on se réveille en cours de nuit. Alors quant à son action sur la mélatonine endogène, est-ce que ça entraîne une réduction de notre propre sécrétion de mélatonine? Non. Effectivement, la prise exogène de mélatonine ne va pas générer une réduction, même si on le prend au long cours. Aujourd'hui, on sait que ça n'affecte pas la sécrétion en termes de quantité, mais ça va affecter la sécrétion en termes de période. Donc, en fonction du moment où on le prend, on peut agir sur l'horloge et sur notre moment de sécrétion à nous de notre mélatonine endogène. Voilà. Et la dernière question pour monsieur. Bonsoir, merci pour votre présentation. En fait, j'aurais une question j'aurais voulu savoir s'il y avait un lien reconnu entre la sécrétion de mélatonine et la sécrétion de dopamine. Merci.
Alors non, c'est une très très belle question. Alors, on s'attendrait à ce qu'il y ait un lien, mais j'avoue que je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse construite, mais c'est une très bonne question. À réfléchir pour la prochaine fois. Exactement, je vais mener cette réflexion. Voilà, et merci encore. Merci à vous. Merci pour votre attention. On est quand même curieux. Quand on étudie le sommeil et qu'on est comme vous, on a réussi à faire sa phase normale. Vous dormez bien? Est-ce que je dors bien? Ça dépend des jours, hein. Oui.